Bonjour et bienvenue tout le monde. Merci d'être ici au quatrième panel de la série des webinaires sur les perspectives d'inclusion de l'ABRC, mettant en vedette des collègues handicapés du secteur des bibliothèques, organisé par le groupe de DI de l'ABRC. Je suis Julien Morin, agent de programmation principale de l'ABRC. Avant de commencer, je vous ferai remarquer qu'il y a de l'interprétation en anglais et en français pour cette séance. Vous y aurez accès avec l'icône d'interprétation au bas de votre fenêtre Zoom. J'aimerais commencer en prenant le temps de reconnaître que les panélistes et les participants proviennent de territoires traditionnels non cédés de plusieurs peuples autochtones qui ont vécu et travaillent sur ces terres depuis des millénaires. Mon bureau et mon domicile sont ici à Ottawa, dans la capitale, sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe. Nous vous invitons à partager vos reconnaissances territoriales dans le fil de discussion. J'aimerais aussi en profiter pour vous expliquer les instructions pour la séance. Les participants sont en sourdine à leur arrivée. Vous pouvez inscrire vos questions dans la section Q et A. Les organisateurs de ce webinaire s'engagent à offrir une expérience sécuritaire, engageante et accueillante. Si vous avez des questions, communiquez avec un membre du code de conduite pour l'événement, dont les coordonnées sont dans le fil de discussion. Nous avons activé le sous-titrage automatique pour ce webinaire. Je vous présente Katia Periaslavska, qui est membre du groupe de l'EDI de l'ABRC. Elle va animer un panel de collègues avec des handicaps. Ils parleront de leur expérience en perfectionnement de carrière dans les bibliothèques universitaires du contexte canadien. Sans plus tarder, j'invite Katia à animer la discussion. Merci Julie et merci tout le monde d'être avec nous. Je m'appelle Katia Pereyaslavska. Je suis bibliothécaire de mobilisation des étudiants dans l'expérience des utilisateurs de la bibliothèque de l'Université Western. Dans mes rôles précédents et dans mon rôle actuel, je suis responsable du travail d'accessibilité et d'inclusion, qui s'appelle aussi le travail de conformité. Mon travail se concentre sur la conformité à la loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario, la LAPHO, une réglementation provinciale. La conformité peut être problématique puisqu'elle est dans une société capacitiste qui parfois fait des exceptions pour inclure certains membres de la société pour nos services. La conformité et les accommodements existent dans des croyances de capacitisme, que les personnes capables sont supérieures aux personnes avec des habiletés différentes, qui sont en périphérie, puisque la majorité de la population partage des traits communs. Dans la conception des immeubles publics et privés, le capacitisme se concentre sur des traits communs en laissant pour compte ceux qui ne correspondent pas à ce modèle, puisque c'est trop compliqué pour inclure les personnes dont les besoins sont différents. Dans notre planification de cette séance, notre groupe voulait offrir certaines définitions pour clarifier certains des sujets. Nous voulons parler de l'appartenance. Voici une nouvelle définition du groupe de travail sur l'EDI de l'ABRC. L'appartenance, c'est un état de bien-être où les membres de certains groupes ont un sentiment d'acceptation et de soutien de leurs collègues et des administrateurs. On les écoute et ils jouent un rôle intégral dans la conception des structures où ils pourront fonctionner et pourront contribuer de façon significative sur tous les plans. Le parcours vers l'appartenance comprend l'inclusion de groupes sous-représentés dans la création de politiques et de pratiques. Tous les membres de l'effectif des bibliothèques doivent travailler pour comprendre et accepter les différences, faire preuve d'ouverture d'esprit et d'avoir des liens formels et informels avec les autres. L'appartenance est l'inverse de la discrimination, par laquelle on exclut les personnes et leurs idées, à cause du manque de savoir, des préjugés et autres idées reçues. L'appartenance crée un espace où chaque personne se sent capable de pouvoir prendre la parole, de faire des changements et de transformer la culture. Pour handicap,
nous allons définir l'handicap comme un modèle médical qui se concentre surtout sur le handicap comme un trait, un élément permanent qui est limitatif. Une conception inclusive voit la conception inclusive pour mieux faire correspondre les produits et les services aux besoins des utilisateurs. Nous allons parler d'accommodement. Le terme accommodement est une altération d'équipement ou d'environnement pour pouvoir répondre aux besoins des personnes avec un handicap en croyant que l'handicap est un outil transactionnel enraciné dans les croyances capacitistes dans lesquelles les personnes handicapées n'ont pas leur place. Où les espaces comme les bibliothèques ne sont pas conçus pour les personnes qui ont des capacités différentes. Nous allons aussi parler de la certification des billets. J'ai utilisé un thème assez érudit, mais c'est tout simplement la question d'avoir des outils et de l'équipement modifié pour accommoder les personnes avec des capacités différentes, avec la certification des billets en validant les handicaps. Ce n'est pas l'accommodement de bonne foi comme le suggère notre loi. C'est problématique. Nous avons 3 collègues doués avec des expériences de handicap qui vont pouvoir diriger notre discussion sur ces sujets et nous donneront des pistes de réflexion et d'action pour amener les bibliothèques de recherche à considérer une culture d'inclusion dans l'embauche et la rétention de personnel avec différentes capacités dans tous nos établissements. J'aimerais maintenant céder la parole à nos panélistes afin qu'ils et elles puissent se présenter. Je vais commencer avec Brooke. Bonjour, je suis Brooke Heimschra. Je travaille à l'Université de Guelph dans les services d'accessibilité de bibliothèque. Je suis aussi une diplômée de l'Université de Guelph et j'ai obtenu un certificat postdoctoral dans les études sur les handicaps. Dans la bibliothèque, le travail que je mène se concentre surtout sur les demandes en format alternatif. J'ai fait de la formation sur les technologies d'aide et l'accessibilité des documents. Remarquable. Irène, vous êtes à côté de Brooke sur mon écran, vous pouvez poursuivre. Je suis Irene Zinzinger, je suis bibliothécaire de liaison à la bibliothèque universitaire du campus Brantford de l'Université Laurier. Je travaille avec le programme de premier cycle en justice sociale et le programme de maîtrise en justice sociale et engagement communautaire. Je travaille aussi dans le programme de premier cycle sur les droits de la personne. Enfin, nous avons Steven. Bonjour, nous sommes maintenant rendus de l'après-midi ici. Je suis Steven Spang. Je suis directeur de la bibliothèque de droit. Je suis aussi agent de droit d'auteur à l'Université Western. J'ai obtenu mon diplôme de la faculté de droit et j'ai obtenu ma maîtrise en information de l'Université de Toronto. Donc voilà, quelques mots à mon sujet. En préparation, en vue de ce panel, nous avons eu des discussions sur la structure de notre discussion. Ensemble, nous avons essayé de raffiner les questions et leur ordre. Nous espérons couvrir tous les sujets que nous avons prévus. Il est possible que nous manquions de temps. Nous allons commencer avec la première question. Nous voulons savoir quels systèmes, structures et politiques doivent changer afin de rendre les bibliothèques plus accessibles pour le personnel des bibliothèques. Je vais demander à Irène de commencer la discussion. J'aimerais parler d'une chose avant tout, soit les accommodements. Selon moi, les personnes capables ne comprennent pas les accommodements et ne comprennent pas le but derrière les accommodements. Une idée reçue que j'entends souvent, c'est que les personnes capables s'inquiètent que les accommodements donnent un avantage injuste aux personnes ayant un handicap, ou c'est une récompense ou un traitement spécial pour les personnes ayant un handicap qui jouent la carte d'handicap. Ça se produit parce que les personnes capables ne comprennent pas la réalité d'un handicap, les
obstacles auxquels sont confrontées les personnes avec un handicap, surtout invisibles. Ça se produit également parce que dans une société capacitiste, on est récompensé pour donner un rendement d'une personne capable. Donc, le talon d'or, c'est de ne pas demander d'accommodement du tout. Ce système décourage les personnes de demander des accommodements nécessaires si elles souhaitent être acceptées par leur père. Tout récemment, j'ai aussi vécu le fait que les personnes capables peuvent prendre toutes les décisions. Elles décident quels accommodements sont acceptables et on leur présente des options. Voici ce qui devrait répondre à vos besoins d'accommodement. Il faudrait plutôt inviter les personnes avec des handicaps dans le processus de discussion au lieu d'offrir les accommodements après coup et d'offrir ces accommodements à reculons. Je voulais faire un autre point par rapport à cette question. Il est possible de répondre à ces obligations légales tout en ayant un environnement hostile. C'est quelque chose que j'ai vécu souvent en tant qu'une personne handicapée. On me dit, mais ça répond aux obligations légales. Ça m'est égal parce que ce n'est peut-être pas inclusif. Il ne faut pas se concentrer sur la loi en tant que telle. La loi est un outil pour aider les personnes ayant un handicap à pouvoir retirer les barrières, mais ça ne va jamais mener à un environnement réellement inclusif parce que la loi est toujours établie à un niveau assez bas, ce qui peut s'appliquer à l'ensemble de l'EDI. Il ne faut pas penser qu'on va régler ces problèmes, il ne faudra plus jamais y songer. Le travail en EDI demande de l'engagement et de la solidification de relations constantes. Je ne sais pas si Steven ou Brooke veulent intervenir. J'aimerais faire du pouce sur les réflexions d'Irène. C'est un processus itératif. Certaines structures vont répondre à un minimum légal. Certains groupes veulent mettre sur pied un groupe de travail ou établir un processus. L'organisation va répondre à une norme et croire que le travail est terminé. Sans réviser les processus, il n'y a pas de processus de révision. Ce n'est pas toujours vrai, mais parfois c'est le cas. Mais ce n'est pas suffisant. Le processus doit évoluer constamment. Le processus doit être ajusté pour répondre aux besoins continus. Nous l'avons vu durant la pandémie. Du jour au lendemain, il y a eu un nouveau besoin et tout le monde a été en mesure de changer rapidement. Parfois, on se fait dire que c'est trop compliqué, ça coûte trop cher, c'est trop difficile. Mais ce sont des choses qui doivent se faire, car on voit parfois les accommodements pour les personnes capables. On peut le voir, ça peut se faire à grande échelle et rapidement. J'aimerais faire du pouce sur ce que Steven vient de dire. Le télétravail a changé ma capacité de terminer mon travail. J'ai eu un diagnostic de trouble de déficit d'attention avec hyperactivité. Je ne savais pas que j'apprenais différemment. Je présumais que tout le monde devait relire la page 5 fois pour comprendre le contenu. Je pensais que d'autres personnes avaient de la difficulté à rester concentrées. Évidemment, en télétravail, j'ai d'autres distractions car j'ai des animaux de compagnie. Mais si je suis distraite pendant une heure, je peux travailler une heure plus tard durant la journée. Les accommodements sont des questions de souplesse. Comme Steven le disait, ce n'est pas parce que ça semble injuste que nous en bénéficions plus que les autres. Si ça peut être réalisé pour tout le monde, ça peut être fait pour les personnes avec des handicaps. Avec la pandémie, les choses ont changé du jour au lendemain.
On voit que le télétravail est efficace. On peut faire confiance aux personnes qui travaillent de la maison. Donc, les accommodements nécessitent une plus grande ouverture d'esprit. Il ne faut pas penser que les personnes handicapées jouent la carte de handicap et essayent d'utiliser leur handicap pour avoir un avantage sur les autres. Effectivement, avec le télétravail et ne pas demander des accommodements formels, mais plutôt d'avoir une souplesse pour tout le monde afin que toutes les personnes, selon les capacités et les obligations, tout le monde puisse être inclus sans des accommodements plus précis. J'aimerais parler des défis que vous avez eus en travaillant dans les bibliothèques. Comment avez-vous surmonté ces difficultés avec des accommodements formels, informels ou autres mesures? Je vais céder la parole à Steven pour commencer. J'ai un handicap auditif. Sans mes aides auditifs, je suis presque complètement sourd. Je peux entendre un peu d'une oreille, mais c'est ce qu'on dit une oreille sourde. J'ai ce handicap depuis l'âge de 3 ans. Ce n'est pas seulement une question des bibliothèques ou du milieu de travail. J'ai appris à m'adapter à mon handicap dans toutes les parties de ma vie, durant toute ma vie. Les milieux de travail sont particuliers. Vous avez parlé de certification des billets. Ça a été un grand obstacle dans les entrevues, par exemple. J'ai eu une entrevue qui était un vrai fiasco. C'était avant la COVID. Un grand établissement qui aurait dû mieux agir et avait les ressources pour faire preuve d'ouverture d'esprit et d'être accommodant. La première ronde d'entrevue qui se faisait au téléphone, ce n'était pas sur Zoom, c'était avant l'ère de Zoom. J'avais un nouvel appareil auditif qui fonctionnait mal avec le téléphone. C'était la première génération des aides auditifs numériques. Ils se sont beaucoup améliorés depuis. Les aides auditifs analogues fonctionnaient beaucoup mieux avec le téléphone. Mais à une époque, les aides auditifs numériques fonctionnaient mal avec les téléphones. J'avais demandé un accommodement pour faire l'entretien par Skype. On m'a dit, eh bien, ça allait créer un désavantage dans le processus. Un désavantage pour les autres candidats. Donc, j'ai eu un énorme désavantage dans le processus de mon entretien afin que les autres ne soient pas désavantagés. Donc, il y a une tournure capacitiste dans la tenue de ces entrevues d'embauche. J'ai le sentiment que je suis capable de m'adapter dans une société capacitiste assez bien. Mais parfois, il faut changer certains codes afin de pouvoir travailler dans l'environnement le mieux possible. Mais une expérience comme celle-là me semblait comme un vrai coup bas. C'était très démoralisant sur le plan personnel et aussi sur le plan professionnel. Ensuite, quant à la question d'auto-accommodement, parfois il faut faire de son mieux. On n'essaie pas de se démarquer des autres et d'essayer d'avoir un avantage, surtout dans le processus d'embauche. Parce que les processus d'embauche sont presque tout le temps biaisés. Même dans les processus d'embauche où il est écrit de façon explicite qu'il faut faire part de ses besoins. Je ne connais personne qui a déclaré dans une entrevue ou dans un processus de demande qui a déclaré son handicap et a passé à la prochaine ronde.
J'ai l'impression qu'en déclarant son handicap, on est déjà désavantagé. Plusieurs personnes vont le percevoir. Personne ne veut déclarer son handicap pour ne pas être désavantagé, pour ne pas être étiqueté. Donc voilà quelques réflexions. Je vais maintenant céder la parole à mes copanélistes. Je pourrais dire que puisque je travaille dans les services d'accessibilité des bibliothèques, je travaille directement avec les services d'accessibilité pour les étudiants, j'ai été un peu plus chanceuse, puisque la population avec laquelle je travaille a des handicaps. Mon gestionnaire a été très utile. Je ne savais pas que j'avais le déficit de l'attention avec hyperactivité au début. J'ai mentionné que j'avais certaines difficultés de traitement auditif, un peu comme si j'étais malentendante. Parfois, je dois demander aux personnes de répéter. Je dois prendre beaucoup de notes pour revérifier parce que ma mémoire fonctionnelle ne fonctionne pas très bien. Si j'ai plus d'un écran, je perds mes repères. C'est parce que mon cerveau est constamment activé. Je travaille avec des étudiants qui ont des besoins semblables aux miens. J'ai des difficultés avec les réunions. J'ai un peu d'anxiété, je bouge beaucoup et je dérange les autres. Pour m'accommoder, parfois on fait des réunions en marchant. Je ne me souviens de rien à moins que ce soit écrit. J'ai été assez chanceuse. Je ne sais pas si j'ai eu des accommodements formels. Les accommodements sont toujours informels puisqu'on peut apporter des petits changements au quotidien. J'ai peut-être un peu une perspective différente. Peu que vous mentionnez la flexibilité, la créativité, au lieu d'accommodements plus rigides, notamment le concept de réunion en marchant. Oui, parce que mon attention fluctue. Parfois, je peux être attentive, parfois moins. Ça dépend si j'ai eu un bon sommeil. Mais la souplesse a été très bien pour moi. Je sais parfois que je dois quitter 5 minutes avant pour être à l'heure, mais tout d'un coup, je vois des poils de chien, je commence à balayer, je balaye pendant 10 minutes et je me rends compte que je suis en retard pour le travail. J'envoie un message, je vais dire, je m'excuse, j'ai été distraite, je vais rester un peu plus tard pour récupérer le temps perdu. Je suis constamment en retard, peu importe ce que je fais. Je suis soit 1 heure d'avance ou 5 à 10 minutes en retard. J'essaie plusieurs solutions pour surmonter cette difficulté. Mais on ne me perçoit pas comme incompétente ou insouciante. Je suis soucieuse, je ne veux pas être en retard. Mais je dois dire que la souplesse a été quelque chose de très positif pour moi. J'aimerais réitérer ce que les autres panélistes ont mentionné. J'ai la paralysie cérébrale, c'est un handicap assez évident. Ça apparaît surtout lorsque je marche. L'une des difficultés que j'ai rencontrées, surtout dans le processus d'embauche, c'est qu'on n'est pas content de me voir. Si je ne donne pas d'indice lors de l'appel pour m'inviter à un entretien, parfois c'est visible qu'on est mécontent de me voir. On ne s'attend pas à ce qu'une personne avec la paralysie cérébrale puisse travailler. Si je suis sur le campus et les personnes ne me connaissent pas, ne savent pas pourquoi je suis sur le campus, on va toujours penser que je suis un étudiant. J'essaie de faire semblant que c'est parce que j'ai de l'air jeune, mais on ne me prend pas pour une étudiante parce qu'on s'attend à ce que les étudiants avec des handicaps soient sur le campus, mais on ne s'attend pas à ce que des employés avec des handicaps soient sur le campus. C'est quelque chose que j'ai vécu à plusieurs reprises. Tout comme Steven l'a mentionné, plusieurs établissements ne sont pas prêts à penser aux accommodements ou à penser différemment au travail durant le processus d'embauche, ce qui rend la discrimination invisible pour les personnes capables. L'emploi nécessite
X. Vous ne pouvez pas faire X, donc vous n'êtes pas le meilleur candidat ou la meilleure candidate. Mais comment le savez-vous? C'est très difficile de prouver qu'on est le meilleur candidat pour un emploi si on ne peut pas faire le travail comme il est affiché, si on ne peut pas répondre à tous les critères exactement, ce qui est très semblable à la discrimination. C'est curieux, puisque j'ai fait partie de plusieurs comités d'embauche, la rédaction de la description d'emploi est un exercice de rédaction créative. Parfois, on oublie le public cible de notre description d'emploi, qui on essaie d'attirer. Et comment cette description d'emploi devrait être une opportunité d'attirer des candidats diversifiés. Nous avons certains mots tendances, nous avons lu des articles et nous savons qu'il y a une tendance intéressante ailleurs. Ce sont des choses que nous rassemblons et ça devient cette espèce de verbiage au lieu d'être une description d'emploi. Vous avez mentionné quelque chose d'intéressant, Irène. Si on se pose la question, pourquoi on n'a pas de candidats diversifiés? Eh bien, il faudrait regarder comment on rédige l'opportunité d'emploi. Poursuivons avec la prochaine question. Quel conseil donneriez-vous aux professionnels avec des handicaps qui s'intéressent au travail de bibliothèque universitaire? Nous avons déjà parlé de certains aspects. Je ne divulguerai pas mon handicap dans la demande d'emploi. Il faut toujours attendre l'appel pour l'entrevue parce que vous ne savez pas qui va lire la lettre de demande. Peut-être que cette personne ne comprend pas votre handicap. Il y a encore beaucoup de stigmatisation liée au handicap. Que même si personne affirme être engagée envers l'équité, la diversité et l'inclusion, souvent, le handicap, c'est le trait qu'on préfère ne pas célébrer. Il faut plutôt attendre l'appel pour l'entrevue. Au moins, vous allez avoir l'opportunité d'entrevue. Vous pouvez donner le contexte de votre handicap. Vous voulez que l'équipe de recrutement se concentre sur vos capacités. Souvent, les personnes se concentrent trop sur le handicap et s'inquiètent des limites, mais ne se concentrent pas sur le potentiel. Si vous attendez pour l'entrevue, vous pouvez donner un peu de contexte à votre handicap. Vous allez avoir plus de pouvoir sur la première impression que vous donnez. Ensuite, ignorez certaines des qualifications. Si c'est un emploi que vous savez être en mesure d'accomplir et qu'il y a une qualification à laquelle vous ne vous conformez pas, vous pouvez quand même faire une demande. Vous pouvez aborder la question durant l'entrevue, vous pouvez expliquer comment ce n'est pas un obstacle à l'emploi. N'hésitez pas à postuler pour un emploi, même si il semble qu'une qualification va peut-être vous écarter comme candidat potentiel. J'aimerais faire du pouce sur ce qu'Irène vient de mentionner. Vous ne devriez pas vous écarter de manière générale dans la vie, mais surtout lorsque vous vous inquiétez de devoir vous démasquer comme une personne ayant un handicap, vous devriez toujours postuler. Et ne mordez pas à l'hameçon de divulguer votre handicap. Il y a parfois un formulaire à joindre pour indiquer vos besoins d'accommodement. Je pense que c'est seulement un prétexte. En remplissant le formulaire, votre demande va aller dans une pile distincte. De façon anecdotique, je l'ai entendu. Ça va dans une pile séparée, dans la pile des demandes qui seront reléguées aux oubliettes. Même si ça semble décourageant, il y a la nécessité de devoir se présenter aux autres et faire preuve de vos compétences et d'être en mesure d'articuler vos habiletés.
dans la préparation à l'entrevue et dans le processus d'embauche, il faut y songer d'avance. Pensez comment vous allez articuler votre handicap et donner un contexte à celui-ci. C'est un peu déplorable de devoir agir de la sorte, mais c'est très important de pouvoir le faire. Autrement, certaines personnes auront des idées préconçues. Il faut pouvoir prendre les devants. Malheureusement, les choses ne devraient pas être comme ça, mais le monde n'est pas toujours parfait à cet égard. Et il faut avoir plutôt une approche réaliste. Nous avons une très bonne discussion dans le fil de clavardage. Ne vous écartez pas d'avance, postulez lorsque vous le sentez. Il faudrait aussi que les processus d'entrevue soient inclusifs, de fournir des questions écrites avant l'entrevue. Nous en parlons dans notre préparation aux entrevues. Ça devrait être une bonne pratique pour que tout le monde puisse faire de son mieux, de pouvoir se préparer du mieux possible pour l'entrevue. Les processus d'entrevue essaient de piéger certains candidats. Est-ce que vous essayez de nous piéger avec ces questions très longues et élaborées? Il faut parfois demander à répéter la question dans des questions complexes à plusieurs scénarios. En envoyant les questions écrites d'avance, donne un traitement équitable à tous les candidats, au lieu qu'une personne essaie de piéger le candidat. Je pense que ça répond au principe de conception universelle. C'est un très bon point. Allez-y, Brooke. J'allais dire, je suis d'accord. Dans certains cas, on m'a donné les questions écrites 15 minutes avant l'entrevue, ce qui change la donne. Dans ces 15 minutes, je suis nerveuse parce que c'est un entretien pour l'embauche, mais au moins, je peux réfléchir aux questions et ne pas rester figé lorsque des personnes me regardent. Parfois, quand je suis nerveuse, je n'arrive pas à réfléchir. Si j'ai l'opportunité de lire les questions d'avance, je peux me préparer, je pense à certaines réponses potentielles. Souvent, je connais la réponse, mais je vais figer. Dans nos rôles, on n'a pas besoin de se souvenir de tout à 100%. Pourquoi on s'attend à ces choses dans une entrevue d'embauche? Irène blaguait à ce sujet. Elle dit, je ne connais pas toujours les réponses, mais je sais où les trouver. Pourquoi demande-t-on aux personnes de répondre à ces normes quand ça ne reflète pas la réalité? Aussi, au sujet de la question, concentrez-vous sur vos forces. Ce n'est pas parce que vous agissez autrement que c'est de la mauvaise façon. Certaines personnes avec des handicaps peuvent avoir une façon innovante qui est meilleure pour tout le monde avec la conception universelle. C'est un très bon point. Lorsque vous améliorez les choses pour les personnes avec un handicap, ça améliore les choses pour tout le monde. Nous pouvons tous bénéficier avec des environnements plus inclusifs. Ce qui permet aussi d'obtenir de meilleures réponses. Lorsque nous fournissons les questions d'avance aux candidats, il y a des réponses plus songées. Oui, je dois dire que la marée montante fait flotter tous les bateaux. Dans mon cas, puisque je suis malentendant, d'avoir des questions écrites peut toujours être utile. Si je dois me concentrer sur ce qui a été dit, je me concentre plus sur les mots que le contexte, parce que je ne veux pas manquer quelque chose. Et je dois demander aux personnes de répéter constamment. En plus de devoir donner une réponse plus élaborée, je dois m'assurer que j'ai bien compris la question à la base. Voilà donc un autre avantage d'avoir les questions écrites à l'avance. C'est une belle transition vers notre question 4.
Quel conseil donneriez-vous au personnel de bibliothèque qui participe aux efforts de recrutement et essaie de diversifier le personnel des bibliothèques en incluant des personnes avec des handicaps? Nous avons parlé de conception universelle, de changement culturel, fournant des questions d'avance. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter à ce sujet? Je vérifie mes notes un instant. Je pense qu'il ne faudrait pas nécessairement avoir besoin de demander des accommodements. J'ai songé auparavant et je ne sais même pas quel accommodement je demanderais. Et je me sentirais un peu coupable de devoir demander des accommodements. Parfois, je vais croire que je suis paresseuse, que je ne suis pas attentive, pourquoi je ne suis pas capable de lire normalement. Ce qui m'amène à ne pas vouloir demander de l'aide. Je me sens déjà comme un fardeau. Mais en enlevant le besoin de demander les accommodements, ça devient déjà mieux pour tout le monde. Évidemment, il y aura toujours un besoin d'accommodement parce qu'on ne peut pas prédire tous les besoins, étant donné notre grande diversité de besoins. Mais si nous pouvons nous rapprocher de ce point où nous n'aurions même pas besoin de demander des accommodements, ce serait idéal. Voilà une des meilleures choses que les établissements pourraient faire. En songeant à des environnements inclusifs qui doivent être souples pour le rendement optimal de chaque personne. Irène a parlé des avantages de créer des processus plus inclusifs pour tout le monde. Il y a un commentaire de Catherine dans le fil de discussion. L'obtention de questions d'avance peut être utile pour les personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. Parfois, j'ai un peu plus de difficulté avec certains termes, certains mots. Ma compréhension de certains thèmes diffère de leur signification. Je pensais parfois que certains termes voulaient dire d'autres choses. En ayant quelque chose d'avance pour que je puisse y réfléchir afin de pouvoir donner des réponses significatives aux questions. Je vois un autre commentaire. Ce serait important de décrire la configuration de notre revue. Indiquer qu'il y aura des questions soumises par écrit avant l'entrevue et de demander aux candidats s'ils ont d'autres besoins d'accommodement afin de gérer les attentes pour le processus d'entrevue. Allison fait part qu'on ne décrit pas toujours de façon à ce que les personnes puissent savoir à quoi s'attendre. Parfois, on peut offrir une description du processus, donner un itinéraire. On peut expliquer le comité, mais peut-être expliquer l'environnement, décrire à quoi ressemblera l'espace et une description du processus d'entrevue. Je crois qu'on envoie déjà un message en étant aussi proactif, en travaillant aussi fort pour être inclusif. Ce sera plus facile pour une personne ayant un handicap de dire je suis un peu inquiète de certaines choses et elles vont exprimer leurs besoins si vous leur ouvrez la porte. Si vous leur indiquez que vous êtes engagé envers l'inclusion pour les personnes ayant un handicap. Tout à fait, Irène. Steven y fait allusion. Je pense d'habitude, ce sont les RH qui offrent le libellé sur le processus d'inclusion. Il y a une façon de savoir si le processus est inclusif. Mais parfois, on n'offre pas autant d'autonomie. On va dire si vous avez des besoins particuliers, communiquer avec les personnes, mais le processus n'est pas toujours très transparent. Allez-y, Steven. Allez-y, Katia. Je vais poursuivre avec la question 5. Avez-vous des choses à ajouter au sujet du recrutement? Non, ça va? Poursuivons. Comment un nouveau membre du personnel de la bibliothèque en début de carrière peut entrevoir les possibilités de poste de direction?
Si vous vous intéressez à des postes de direction, vous allez devoir vous préparer à plaider pour votre cause. Les plus grandes difficultés auxquelles vous allez être confrontés, c'est de transformer les mentalités et d'ouvrir leur esprit à d'autres possibilités, ce qui va amener à une vraie inclusion des personnes avec des handicaps, surtout sur le plan de la direction. Vous allez voir que plus vous montez dans l'organisation, plus vous allez sentir la pression de vous conformer aux attentes capacitistes, car on a des idées préconçues sur les rôles de direction. Et vous allez avoir moins de soutien alors que vous montez des échelons, car il y aura moins de personnes dans ces postes de direction. Vous devez commencer à bâtir votre réseau d'entraide parce qu'il n'existera pas d'avance pour vous. Si vous voulez gravir les échelons de la direction, soyez prêt à défendre vos intérêts. Vous allez devoir plaider pour votre cause et vous allez devoir être votre plus grand partisan et croire en vous-même. Dans une société capacitiste, les personnes avec des handicaps reçoivent plusieurs messages négatifs. Ça commence très tôt. Mon handicap résulte d'un traumatisme à la naissance et on m'a dit que je n'avais pas besoin d'une éducation car le gouvernement allait s'occuper de moi. Donc on me décourageait même de m'éduquer et d'obtenir l'éducation qui m'a permis d'avoir mon emploi actuel. Les messages ne seront pas toujours positifs, donc il faut croire en soi-même. Ça peut sonner un peu ringard, mais c'est tout à fait vrai. C'est un bon message. Parce que vous recevez des messages négatifs, il faut aller de l'avant, il faut se concentrer sur ses forces. Durant la pratique, j'ai mentionné que je ne suis pas quelqu'un qui aspire à devenir une dirigeante. Ça ne fait pas partie de ma personnalité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opportunité de direction pour moi. Et même, ce panel est une belle opportunité de leadership professionnel. Ce n'est pas toujours facile d'être vulnérable et parler de ses difficultés, surtout dans un cadre professionnel. Mais si vous pouvez sortir un peu de votre zone de confort, il est possible de faire des grands changements pour des personnes qui partagent les mêmes sentiments, des personnes qui n'osent pas parler haut et fort de leurs difficultés. Peut-être que ce n'est pas une question d'un rôle de direction, mais vous pouvez agir à titre de leader dans d'autres sphères de l'établissement. Absolument. Je l'ai déjà dit, la normalisation est quelque chose d'important. Pour la normalisation, il faut prendre la parole, il faut plaider pour soi, plaider pour les autres. C'est très important. Il y a eu des changements positifs. L'organisation de ce webinaire s'inscrit dans une plus grande conversation qui se déroule actuellement en se manifestant, en étant inclus, en ayant des conversations difficiles, on peut changer les choses. En gravissant vers les rôles de direction, je suis dans un poste de direction. Ce matin, j'ai participé à une retraite pour la direction. Je dois dire que c'est assez homogène. Ce n'est pas nécessairement la faute de l'établissement. Je pense que ce sont des structures assez courantes dans plusieurs cas. Comme il vient de mentionner, il y a une attente vers la conformité. Je ne pense pas que c'est exprimé manifestement, mais c'est quelque chose qui se produit. Certaines personnes semblent tout à fait correspondre au poste. Ça en dit long sur les biais culturels, mais ils changent. Quand je pense à l'état des choses il y a 30 ans, je vois
que certaines réalités changent. Nous avons beaucoup de retard à rattraper, mais la situation s'améliore. Avec plus de personnes handicapées dans les rôles de direction et avec ces personnes qui expriment ouvertement leur expérience, la situation va s'améliorer généralement. Il y a probablement des personnes qui ont des difficultés. Mon handicap est visible. On peut voir mes appareils auditifs. Mais c'est très important de parler haut et fort de sa situation afin de pouvoir améliorer la situation pour tout le monde ayant un handicap. Je pensais à une anecdote qu'une collègue a partagée. En animant un panel demain à Western, il y avait une faculté ou un membre du corps professoral qui parlait de son expérience. Il m'a partagé qu'il avait un handicap et qu'il y a tellement de professeurs qui vont enseigner à l'université et n'ont pas nécessairement une personne dans leur vie avec un handicap et n'ont pas cette compréhension. Et il y a cette crainte culturelle. Les professeurs ne savent pas comment agir, ils ne veulent pas avoir de l'air ridicule, ils ne savent pas comment gérer les demandes d'accommodement des étudiants. Est-ce que c'est juste pour les autres étudiants? Il y a une crainte quant à ces accommodements. Surtout lorsqu'un étudiant va signaler son handicap et ne pas savoir comment réagir à la situation. En même temps, je pense à certains thèmes que vous avez explorés au sujet des comités d'embauche et d'avoir des idées préconçues. Lorsqu'un candidat divulgue son handicap, où va aller sa demande? Certaines personnes n'ont pas les connaissances ou l'expérience. Ils ne savent pas comment réagir aux personnes ayant des handicaps. C'est une question d'éducation. Il faut voir comment nous créons nos comités, quelle est l'éducation des membres de ces comités. Est-ce que ces comités de recrutement savent comment aller chercher les meilleurs candidats pour les emplois et comment appuyer les pratiques de recrutement inclusives et diversifiées? Nous voyons clairement que nous n'avons pas la diversité souhaitée. Nous ne reflétons pas la diversité que nous voyons dans les campus. Il y a eu des changements dans l'éducation depuis les années 80. Nous avons ouvert nos campus aux étudiants ayant un handicap. Il y a une tentative d'inclusion, mais cette inclusion ne se reflète pas nécessairement dans notre personnel universitaire. Par souci de temps, je vais voir s'il y a d'autres commentaires et nous pourrons poursuivre avec la prochaine question. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Vos commentaires nous permettent de passer à la prochaine question. Pour la question 6. De l'éducation vers la promotion et vers les positions permanentes. Comment pouvons-nous attirer et retenir plus de personnel bibliothécaire ayant des handicaps? Je crois que Steven voulait répondre en premier. Je pense qu'il faut foncer. Avec la montée du plaidoyer, eh bien, je pense que l'envers de la médaille, c'est que certaines personnes craignent de faire la mauvaise chose. Certaines personnes ont peur d'offenser ou certaines personnes ont peur d'avoir un processus qui n'est pas conforme à une exigence. Ainsi, ces personnes n'agissent pas. C'est plus facile de ne pas agir pour éviter de faire des erreurs, ce qui élimine tout le risque. Mais une approche de bonne foi quant aux accommodements, c'est très positif. C'est beaucoup mieux pour créer
un environnement plus inclusif. Il faut être prêt à faire des erreurs, mais quand même revoir le processus. Une approche ouverte d'esprit, de bonne foi, ne va peut-être pas fonctionner du premier coup, mais c'est mieux que de ne rien faire. C'est le grand pas qu'il faut faire et de créer des environnements plus ouverts. Il faut admettre son privilège et admettre ses suppositions capacitistes, ce qui est correct. Si vous avez une perspective d'ouverture et vous êtes prêt à apprendre de vos erreurs, au lieu d'être défensif, au lieu d'avoir des processus réactionnaires, comme j'ai mentionné plus tôt dans le processus d'entrevue. La réaction, lorsque j'ai souligné la situation, on s'est mis sur la défensive. On a dit non, voilà ce que nous faisons. Nous offrons les mêmes conditions pour tous les candidats. C'était très déplaisant, mais ça fait un certain temps. J'espère que les choses se sont améliorées, mais je ne sais pas. Avoir un environnement plus accommodant, de façon visible, c'est bien, et d'amener ces changements visibles. Certaines personnes ont peur d'avoir une approche superficielle. Encore une fois, si on agit de bonne foi, même les choses qui semblent superficielles, je pense que les accommodements et le désir de créer un environnement plus inclusif montrent qu'on est prêt à élargir les perspectives. On espère que ça va faire boule de neige dans le meilleur des mondes. La visibilité, parler haut et fort de ces handicaps, ce qui permettra d'édifier des actions plus significatives, même si ça commence par des petits gestes, des choses qui peuvent sembler superficielles, mais nous espérons que ça va aider à créer des fondements solides et vastes. Peut-être pour faire du pouce sur l'environnement d'inclusion visible. Dans nos services d'accessibilité à la bibliothèque de l'Université de Guelph, nous avons un laboratoire avec des différents niveaux d'éclairage pour les étudiants qui ont eu des commotions. Il y a des fauteuils confortables. Il y a différentes façons pour accommoder les besoins pour travailler. J'ai participé à un webinaire il y a 2 semaines pour les personnes de la neurodiversité. Il y avait toute une conversation sur des espaces de travail pour accommoder les différents besoins. Si vous pouvez présenter quelque chose comme ça, si vous pouvez le faire savoir, je ne sais pas comment qu'on pourrait le partager dans un processus d'entrevue d'embauche, mais ça démontre que l'établissement ou l'organisation souhaite accommoder différentes personnes. La façon dont je travaille va être différente d'une personne qui n'a pas le déficit de l'attention avec hyperactivité. S'il faut qu'une certaine personne ait moins de distractions, c'est un cas particulier, mais je pense que ça peut être utile pour plusieurs personnes. Certaines personnes veulent rester debout au bureau, certaines personnes veulent s'asseoir, d'autres personnes ne peuvent pas rester sur place. Ça peut être très utile d'offrir ces différents environnements. C'est très utile pour les étudiants et ceux qui utilisent le laboratoire. Je pense que ça pourrait être tout aussi utile pour les employés. J'aimerais faire du pouce sur ce qui a été déjà dit. Il faut consulter les personnes ayant un handicap. L'une de mes sources de frustration, c'est que les alliés ne vont pas se tasser du chemin. C'est parce que les personnes ayant des handicaps sont considérées comme moins capables. Par conséquent, on
ne donne pas suffisamment de considération à nos idées. Nous devrions être inclus le plus possible dans ces processus décisionnels. Si vous voulez créer un environnement inclusif pour les personnes ayant un handicap, il faut qu'on fasse partie de la discussion. Nous sommes les personnes qui doivent mener la conversation idéalement. C'est un problème que j'ai vécu assez souvent. Parfois, je vais avoir une conversation avec quelqu'un. Elles ont peut-être fait quelque chose et je vais parler d'un problème que j'ai vécu. Et ensuite, on va se porter à ma défense. Mais je ne leur ai pas nécessairement demandé de plaider en mon nom. Assurez-vous de vérifier avec la personne et assurez-vous de ne pas agir au nom d'une autre personne si elle ne le souhaite pas. Assurez-vous de nous donner suffisamment de considération et d'accorder suffisamment d'attention à nous aider. J'ai eu plusieurs discussions avec certaines personnes durant lesquelles j'ai exprimé quelque chose et clairement, on ne m'écoutait pas, on ne m'a pas entendu parce que ce que je leur proposais n'était pas jugé utile, ce qui n'est pas correct. Le corollaire de cette situation, c'est qu'il ne faut pas donner un fardeau excessif à certaines personnes. Dans certains cas, on dit ah, on va demander à telle personne de s'en occuper. Et ensuite, on s'en lave les mains. Dans des vraies approches collaboratives, il faut vraiment qu'on inclue les personnes qui ont des handicaps. Elles doivent mener les discussions, idéalement, mais les alliés doivent offrir une aide substantielle. Elles doivent écouter, mais elles doivent aussi assumer une part du fardeau lorsqu'on leur demande de le faire. Dans certains cas, j'ai des collègues qui ont subi un épuisement professionnel. J'ai certains collègues qui étaient la personne référence pour les accommodements, jusqu'à un point où c'était très superficiel. Il s'agissait d'un enjeu de diversité. Et je crois que c'est quelque chose de très courant, plus qu'on souhaite l'admettre. Il faut trouver un juste équilibre. Je suis tout à fait d'accord. À mon avis, ça en dit long sur la construction de relations. Il faut construire ces relations. Je pense aussi au pouvoir. Il s'agit de relations. Vous allez peut-être être une personne de comité constitué de 5 autres personnes capables. Il faut que vos contributions aient un certain poids car vous avez une expertise que vous avez accumulée tout au long de votre vie. C'est votre expérience et votre connaissance. Nous voyons aussi des problématiques avec des services de bibliothèque qui veulent une refonte en consultant des étudiants ayant un handicap, mais nous n'avons pas de protocole pour les compenser de façon équitable. Il y a un début de reconnaissance par la consultation dans la refonte du processus de recrutement pour que ce soit un processus plus inclusif, mais nous n'avons pas les mécanismes pour reconnaître l'expertise de certaines personnes, ce qui est problématique. Il y a aussi l'environnement bâti. Dans la tendance de rénovation de bibliothèques actuelle, c'est d'aller vers les escaliers immenses qui ont de l'air vastes et ouverts. Mais c'est un cauchemar d'accommodement. Je pense à 3 bibliothèques qui ont choisi cette conception. Ces conceptions sont problématiques, mais c'est un processus continu. Un autre domaine que ce groupe a soulevé,
Il faut penser à comment nous attirons des candidats. Il y a une admission que dans les écoles de bibliothéconomie, il n'y a pas suffisamment de diversité. Que pouvons-nous faire en tant que bibliothèque universitaire pour changer ces cultures, pour qu'il y ait des parcours et des possibilités pour ces candidats diversifiés afin d'avoir un bassin de candidats parmi lesquels nous pouvons choisir les meilleurs et aussi avoir l'avantage d'embauche de personnes diversifiées afin de pouvoir combler les lacunes de diversité au sein du personnel. Poursuivons avec la prochaine question. Quelles mesures les membres de la BRC peuvent adopter pour réduire les obstacles et attirer plus de personnel diversifié en créant des espaces qui encouragent l'inclusion et l'appartenance? Je vous ai donné la définition de ces termes plus tôt. C'est très important pour la mise en pratique de certains principes. Il s'agit d'un idéal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce que les établissements membres de la BRC peuvent considérer comme un appel à l'action pour l'amélioration de processus d'embauche, de rétention et la mise en place d'accommodement pour le personnel? Brooke, vous voulez y aller? Je pense qu'il faut faire de son mieux pour prouver les intentions positives pour chaque personne. Ce n'est pas seulement en travaillant avec les personnes ayant des handicaps, mais ça va aider les personnes à avoir une vie plus positive si vous présumez des intentions positives chez les autres. Vous allez parfois vous tromper. Certaines personnes vont vouloir profiter de leur situation ou de jouer la carte de handicap, mais c'est possible de gérer. Ce n'est pas parce que certaines personnes veulent profiter de quelque chose et avoir un avantage indu que on présume que tout le monde veut agir de la sorte. Je pense qu'il peut y avoir quelques personnes qui en profitent si la majorité des personnes sont aidées sans nécessairement profiter. Ce qui m'a beaucoup aidé dans mon poste actuel. Je pense qu'après 1 an ou 2 en poste, j'avais des difficultés parce que j'essayais d'être quelqu'un d'autre. C'est tout à fait courant pour les personnes qui ont le déficit de l'attention avec hyperactivité. C'est ce qu'on appelle le masquage. Normalement, je suis assez exubérante, mais j'essayais d'être discrète. Mais puisque j'essayais d'être quelqu'un d'autre, c'était difficile pour moi de me sentir à l'aise dans mon poste. Dans mon poste actuel, avec mon gestionnaire et les autres personnes qui m'entourent, j'ai pu créer de la sécurité psychologique en me sentant à l'aise de pouvoir dire les vraies choses. C'était beaucoup plus facile. Donc, si vous êtes gestionnaire, quelqu'un travaille pour vous, vous savez que cette personne a un handicap, il faut créer un espace de sécurité afin que la personne puisse partager ouvertement ce qu'elle vit. C'est très utile. Et c'est facile à le faire. Il faut juste faire preuve de gentillesse, d'éviter de juger si on ne comprend pas. Donc, il faut présumer des intentions positives, essayer de créer une sécurité psychologique dans les relations de travail. C'est une bonne façon pour encourager l'inclusion et l'appartenance. J'aimerais faire du pouce sur ce que Brooke vient de mentionner. Vous voulez aussi faire attention à la chose suivante. C'est pour ça qu'il faut présumer les meilleures intentions. En tant qu'une personne avec un handicap, on se fait accuser d'essayer de profiter. On m'a accusé d'être paresseuse. C'est arrivé si fréquemment que je me suis posé la question si c'était vrai. Mais si j'étais paresseuse, je ne marcherais pas du tout parce que ça prend beaucoup d'efforts pour une personne avec la paralysie cérébrale pour marcher. Mais c'est parce que les personnes capables s'inquiètent tellement que les personnes handicapées profitent de leur situation. Ça revient à ce concept erroné d'avantage inéquitable. Mais les personnes qui font semblant,
ce sont les personnes qui vont s'en sortir parce qu'il faut tout simplement savoir comment le système fonctionne. Si vous êtes capable, vous êtes probablement capable de déterminer quelle prestation monter. Mais si vous avez un handicap, vous n'allez pas pouvoir répondre aux attentes capacitistes. L'une chose que les personnes capables veulent, c'est que le handicap soit prévisible et qu'il soit stable. C'est un mensonge qu'on m'a répété souvent. En tant qu'une personne avec une paralysie cérébrale, on s'attendait à un certain niveau de fonctionnement et je serais stable à ce niveau pour le reste de ma vie. Mais ce n'est pas vrai. Les choses ont beaucoup varié alors que je vieillissais. C'est très imprévisible pour moi. C'est la société capable qui veut que les personnes handicapées soient prévisibles. Mais ça revient à quelque chose que Steven a mentionné plus tôt, cette idée qu'il y a un accommodement en place et la situation est réglée. C'est ce que la population capable veut. Il faut être capable de réviser la situation, comme Steven le mentionnait. Il faut réévaluer. Est-ce que l'accommodement fonctionne encore? Est-ce qu'il faut réajuster le tir? Je suis 100% d'accord avec Brooke à cet égard. Ça ne me dérange pas si certaines personnes profitent du système. Je préfère que ces personnes arrivent à profiter du système en autant que les personnes avec les handicaps qui ont besoin de l'aide obtiennent l'aide nécessaire. Si on est pour errer d'un côté, errons du côté de la générosité. Et il faut présumer que les personnes avec des handicaps n'essaient pas de faire semblant. Si les personnes handicapées font une chose qui n'est pas authentique, c'est souvent essayer de masquer leur handicap. La plupart des personnes handicapées ne vont pas exagérer leur handicap. Nous avons été socialisés pour essayer de masquer nos handicaps plutôt que de présenter de faux handicaps. Je vais appuyer ce que Brooke et Irène ont mentionné. C'est quelque chose qui m'a toujours obsédé. Cette question d'équité. L'obsession d'équité vient d'une perspective capacitiste. La réaction de cette obsession pour l'équité, c'est que la personne qui demande l'accommodement, la personne qui a un handicap, c'est la personne qui a le petit bout du bâton. Et on se dit, si une personne avait un avantage injuste, eh bien, ce ne serait pas juste. Mais qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de quelqu'un d'autre qui a un handicap? Mais il y a une attente des personnes capables que vous avez passé toute votre vie à vous adapter. Donc, il y a une supposition que les personnes handicapées se sont habituées, qu'elles vont être capables de passer à travers leurs difficultés. Une perspective d'un monde idéal. Si certaines personnes abusent du système, soit. Comme j'ai dit plus tôt, la marée montante fait flotter tous les bateaux. Si nous pouvons avoir un système qui habilite les personnes qui ont besoin d'accommodement, c'est beaucoup plus équitable. Si nous nous soucions de l'équité, ça, c'est une mesure d'équité. Même les petits changements de certains établissements, soit l'accommodement des personnes avec des difficultés de matériel imprimé. On ne leur demande pas une certification. Lorsqu'on devait m'accommoder, j'ai dû avoir une note de mon audiologiste chaque année pour avoir un preneur de notes. Je devais aller chercher le formulaire, le faire signer, et je devais voir le bureau de service aux étudiants ayant un handicap. C'était tout un fardeau pour moi. Et c'était une inefficacité bureaucratique. On aurait dû me croire de bonne foi.
Si j'avais affirmé que j'avais un handicap et j'avais besoin d'un preneur de notes, on aurait dû me croire à la lettre. On aurait dû me croire sur parole. Pourquoi on demande aux personnes ayant des handicaps à passer à travers toutes ces mesures bureaucratiques? On ne devrait pas leur imposer ce fardeau. Merci Steven. Nous voyons des bons commentaires dans le fil de discussion sur l'abus du système et comment la preuve du handicap et le besoin de diagnostic s'est exagéré. C'est probablement la mauvaise voie à suivre en 2022. J'ai une autre anecdote assez curieuse. Dans une conversation avec un collègue handicapé, il a mentionné qu'en fin de compte, c'est vraiment l'opinion d'un expert quant au diagnostic. Selon la complexité, vous avez peut-être différents handicaps concomitants, mais nous sommes vraiment obsédés par la paperasse. Certains médecins peuvent penser que c'est d'autres choses. Irène, vous avez parlé du concept d'un handicap qui évolue constamment. Steven a parlé du fardeau d'avoir à prouver constamment avec des examens médicaux son handicap. Je pense aussi au personnel qui sont des personnes qui viennent de l'étranger, dont leur médecin est à l'étranger et ils doivent aller voir les RH pour un accommodement. Ils ont besoin de preuves médicales. Et peut-être que leur médecin, qui connaît bien leur histoire médicale, ne réside pas au Canada. Nous pourrions recruter des candidats diversifiés avec différentes capacités linguistiques et d'autres origines culturelles. Et pour ces personnes, leur paperasse ne sera pas toujours en anglais. Nous avons créé un système capacitiste avec beaucoup de lacunes. Et certaines personnes en abusent parce qu'il a ces lacunes. Donc je pense que c'est vraiment un moment de réviser nos approches dans les bibliothèques universitaires. Pour revenir au point d'Irène sur présumer les bonnes intentions, l'idée de preuve de handicap présume de mauvaises intentions. Si on n'a pas toutes ces justifications, il y aura des personnes qui vont essayer d'abuser du système. Eh bien, tant pis. Le système sera meilleur pour toutes les autres. Vous pouvez regarder la situation de différents angles, mais avec la preuve de handicap, on suppose les mauvaises intentions. C'est assez déprimant pour les étudiants, pour les collègues ayant des handicaps. Il y a aussi un commentaire dans le fil de discussion sur la preuve d'handicap. Et les personnes qui essaient de tromper le système vont trouver une façon d'avoir des preuves pour tricher le système. Tout dépend du degré de créativité de la personne qui veut tricher le système. Il y a un autre commentaire sur les obstacles administratifs pour les personnes avec des difficultés cognitives. Ça devient un processus très contraignant. L'environnement devrait être là pour aider les étudiants ou les membres du personnel. Et on leur impose une difficulté supplémentaire pour pouvoir temporairement améliorer l'environnement pour accommoder les besoins. C'est comme si on disait à certaines personnes que leurs besoins sont uniques à elles, ce qui est problématique en soi. Nous avons quelques questions dans la section questions et réponses. Je ne sais pas si vous voulez y répondre. Nous en avons 3. Voici la première question. Il y a tant d'emplois qui indiquent qu'il faut être capable de soulever 25 à 35 livres et si ce n'est pas possible, on ne répond pas aux critères. Comment surmonter cette exigence?
J'ai vu cette exigence dans différentes bibliothèques. Est-ce qu'une personne devrait s'éliminer d'avance parce que c'est impossible de soulever ce poids minimum? Quel accommodement pourrait être fait pour ce critère d'embauche? Je serais touché par ce critère d'embauche étant donné mes limitations physiques. Il faudrait connaître la grandeur de l'établissement. Si la personne travaille seule, ce serait plus difficile d'avoir un accommodement. Si c'est une petite organisation, ça va être plus contraignant. Mais par exemple, à l'université Laurier, je ne fais pas le travail physique, ce sont mes collègues capables qui font le travail. Je n'ai même pas besoin de leur demander. Je n'ai pas eu à demander des accommodements. Si il faut aller chercher des choses sur les étagères, quelqu'un d'autre le fait. On me donne une liste et j'approuve la liste. Je fais une autre tâche, je regarde les documents au lieu de me rendre sur les étagères parce que me rendre aux étagères est un travail trop physique pour moi. Donc voilà comment je surmonterai le problème. Je fais en sorte que d'autres personnes peuvent faire ce travail pour moi. Et c'est un accommodement raisonnable. Si il s'agit d'une organisation où vous travaillez seul, ça ne fonctionnera pas. Il faut tenir compte de l'environnement. Il faut voir si cet environnement peut être adapté. Oui, c'est tout à fait juste. Beaucoup de travail sur les collections ont cette exigence dans la description d'emploi pour des raisons évidentes. Dans un environnement plus petit, c'est problématique. Mais tout dépend du contexte. Nous avons une autre question. Je vais l'aller. J'ai récemment obtenu un diagnostic. Oh non, je reviens à la question précédente. Je commence ma carrière en tant que diplômé en bibliothéconomie. J'ai la dyslexie et un déficit d'attention. J'ai eu une mauvaise expérience. Comment je peux parler de ce sujet avec mon gestionnaire actuel? Je pense qu'il faut évaluer la relation avec le prochain superviseur. Mais si vous vous sentez à l'aise de divulguer votre handicap, allez-y. Mon gestionnaire actuel a été très utile. J'ai eu beaucoup de difficultés avec la COVID. Je ne savais pas pourquoi je ne pouvais pas me concentrer. Je me sentais vraiment lamentable. Je ressentais le syndrome de l'imposteur. Mon gestionnaire m'a aidé, m'a dit, j'espère que tu vas le prendre de la bonne façon. J'ai lu certains articles et selon ce que tu m'as dit, lis l'article et dis-moi ce que tu en penses. J'ai dit, oui, c'est moi. J'ai le déficit de l'attention avec hyperactivité. Ça ne veut pas dire que ça fait disparaître les symptômes, les difficultés, mais en étant honnête, j'ai pu trouver des façons de réussir. Si vous avez différentes méthodes de travail, vous allez peut-être vous sentir plus à l'aise à divulguer votre situation si vous partagez de ces techniques. Vous allez dire, peut-être que je travaille différemment des autres, mais voici comment je travaille, ça fonctionne pour moi, pour ces raisons. Vraiment, vous ne devriez pas à expliquer pourquoi vous travaillez différemment, mais peut-être que ça peut vous aider à vous sentir plus à l'aise et confiant en divulguant votre handicap. Vous allez dire, peut-être que je travaille différemment, mais voici les méthodes qui fonctionnent pour moi, et voici pourquoi. Ce qui peut être très utile. Si vous pensez que la personne va comprendre et vous êtes à l'aise, eh bien, allez-y, dites-le. Dans mon cas, j'étais chanceuse de travailler dans un environnement très accueillant. On a célébré ma différence.
Je suis peut-être un peu exubérante, un peu excentrique comparé aux autres. Mais si vous êtes capable de montrer le bénéfice de votre différence et comment c'est une force et ça ne va pas affaiblir l'organisation, je pense qu'il n'y a rien de mal à divulguer son handicap. C'est ce que je ferais. Brooke, vous avez partagé un commentaire intéressant. Vous avez démontré comment vous êtes un candidat unique. Dans un océan de candidats, il y a peut-être juste certaines personnes qui ont une combinaison d'expérience, de personnalité, qui cadrent bien avec l'organisation. C'est très important de mettre l'emphase sur vos compétences. Nous avons une autre question semblable. Je vais lire cette question, puisque je vois un lien intéressant. Et je vais demander à Irène et Steven de répondre, mais puisque les questions sont semblables, je vais lire cette question suivante et nous pouvons poursuivre la conversation. J'ai eu un diagnostic récent d'asthme à cause de la COVID. J'ai commencé un nouvel emploi sur le campus à partir de septembre. Est-ce que vous avez un conseil quant à la divulgation de mon handicap auprès de collègues et de gestionnaires? Je ne sais pas comment le faire lorsque je suis encore en train d'apprendre des répercussions de ce handicap. Je pense que la transparence est importante. C'est très important d'avoir une bonne relation de travail avec son superviseur. Cependant, je ne pense pas que tout doit dépendre là-dessus. Vous devez considérer l'environnement de travail immédiat. Si vous avez un milieu de travail syndiqué, vous ne devriez pas subir de discrimination. Vous ne devriez pas subir la discrimination. Mais si vous pensez que la divulgation va avoir une incidence sur réaliser le travail d'une perspective d'une société capacitiste, eh bien, vous allez devoir la divulguer pour rétablir les attentes d'une perspective capacitiste, ce qui va assurer une certaine clarté à cet égard. C'est peut-être une conversation malaisante et difficile, mais c'est une conversation utile. Ce sera plus facile si vous avez une bonne relation de travail avec votre gestionnaire. Mais ce n'est pas nécessairement la chose la plus importante. À mon avis, ça dépend de votre connaissance de votre milieu de travail. Si j'arrive dans un nouvel environnement de travail, je serai plus prudente par rapport à qui je divulgue mon handicap, ce que je divulgue et pourquoi je le divulgue. Si mon handicap a une incidence sur la façon dont je réalise le travail, je serai plus proactive, ce qui renforce ce que Brooke et Steven ont déjà mentionné. Mais en même temps, il ne faut pas sentir que vous devez à tout prix divulguer votre handicap. C'est à votre discrétion. Si vous ne pensez pas que c'est une bonne idée, si vous n'êtes pas à l'aise avec la divulgation, peu importe la raison, il faut faire confiance à ses instincts. Je peux vous dire que parfois, je ressens la vibration des autres. Je peux ressentir le capacitisme que les personnes émanent. Évidemment, je vis avec un handicap depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est juste une expérience de toute une vie, mais je ressens lorsque je peux être à l'aise avec certaines personnes et je sais avec qui me méfier. Mais si vous avez des doutes, soyez prudent. Évidemment, je suis plus ouverte. Je participe à ce webinaire, c'en est la preuve, mais lorsque j'ai commencé ma carrière, j'étais plus conservatrice
Et je pense que c'était parce que je vivais du capacitisme internalisé. Ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre que j'avais internalisé le capacitisme. Mais je pense qu'un webinaire comme celui-ci est très important pour les personnes qui cheminent depuis longtemps avec leur handicap. Nous faisons ces actions pour créer de l'espace pour les personnes qui nous suivent. Si une personne que vous connaissez a un handicap, essayez d'établir un lien avec cette personne. Peut-être que cette personne peut vous aider à comprendre l'environnement. Pour quelqu'un qui vient de commencer à travailler à l'université ou Laurier, je pourrais leur expliquer avec qui faire attention. Si vous connaissez des personnes, allez voir les personnes qui vont comprendre et essayez de voir à qui vous pouvez faire confiance, à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Et s'il y a une personne qui peut vous donner conseil, ce sera encore plus utile. Et cette personne pourrait être un allié. Je suis heureuse d'être une alliée pour toutes les personnes qui en ont besoin. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Au début, je pensais que naturellement on le divulguait, mais j'ai passé les 28 premières années de ma vie en m'inquiétant de la façon dont j'agis dans certaines situations, ce que je fais encore. J'avais vu un mème il y a un certain temps. Pourquoi es-tu aussi discret? Et la personne lui répond, j'essaie d'évaluer à quel point je peux être étrange dans cette situation. C'est mon cas. Je peux être assez différente et je parle vraiment vite, ce qui est déstabilisant pour les autres personnes dans des situations de travail ou dans des réunions, par exemple. Si il y a des personnes que je ne connais pas, je ne dirai rien. Je dois travailler sur cette difficulté. Et en travaillant là-dessus, j'ai dû apprendre à m'accepter. Voilà comment je suis. Certaines personnes ne m'aimeront pas, mais je sais ce que je peux contribuer. Si j'ai assez de confiance dans le fait que je sais que je peux faire un bon travail, même avec certaines difficultés, si je peux le montrer à d'autres personnes, c'est ce que je vais continuer de vouloir faire. Parce qu'on se sent mal à ne pas être soi-même. Je suis tout à fait d'accord. Personne ne devrait sentir le besoin d'agir autrement. Steven, Brooke et Irène, il y a 3 questions dans la partie questions-réponses, mais il nous reste seulement 2 minutes. Nous allons devoir conclure notre conversation. Peut-être que nous pouvons répondre à une dernière question sur les accommodements de retour au milieu de travail sans souplesse. Pouvez-vous nous parler du retour au milieu de travail et le plaidoyer pour les accommodements pour les personnes avec certains handicaps? Nous avons discuté de cette question lors de ma réunion ce matin. Tout d'abord, je dois dire que je suis d'accord. Il y a une précipitation pour revenir à la normale, entre guillemets. Certaines personnes se sont habituées au télétravail. Le télétravail était bénéfique pour plusieurs personnes. À l'Université Western, nous avons une approche plus holistique, mais selon certaines discussions, certains établissements font un processus d'accommodement individualisé, ce qui est aussi problématique. Je n'ai pas une très bonne réponse. Tout dépend de l'établissement et de la capacité de pouvoir défendre vos propres intérêts, tout en espérant de pouvoir avoir une forme d'accommodement. C'est assez ridicule que nous avons ces discussions après avoir travaillé relativement bien de la maison. Mais nous voyons
que la société capable essaie de travailler très fort pour revenir aux anciennes façons de faire. J'aurais un commentaire par rapport à une des questions précédentes. Qu'est-ce que les bibliothèques membres de la BRC peuvent faire? Ne revenez pas à des arrangements de travail rigides. Soyez souple. La conception universelle, faites-le pour tous vos employés. Ce sera bénéfique pour les employés handicapés. N'insistez pas sur un processus d'accommodement. Si vous vous êtes engagé envers l'inclusion, soyez engagé. Le travail d'équité n'est pas nécessairement une question de faire ce qui est facile et pratique. Si vous le faites parce que c'est pratique et facile, vous n'êtes pas vraiment engagé envers l'équité, la diversité et l'inclusion. Voilà mon opinion. Il y a certains commentaires dans le fil de discussion en affirmant félicitations, c'était une belle conversation. Il y a des questions sur les documents du groupe de travail sur l'EDI de la BRC. Victoria a partagé un lien dans le fil de discussion. Il y a encore beaucoup de place pour ces conversations. Je pense que cette question est une bonne façon de conclure le sujet. Nous parlons de ce sujet depuis 1 heure et demie en parlant de fardeau indu. Je ne veux pas vous tenir plus longtemps. Nous avons encore plusieurs choses dont nous pouvons parler, mais après 1 heure et demie, je pense que nous pouvons nous arrêter. Si nous avons d'autres questions de suivi, nous pouvons vous les transmettre. Stephen, Brooke et Irène, c'était une conversation merveilleuse. J'aimerais vous remercier de votre présence, de votre vulnérabilité, votre ouverture, de partager vos expériences. Vous avez aussi participé à façonner certaines orientations pour les prochaines années afin de transformer la culture sur comment les établissements membres de la BRC peuvent embaucher et retenir des membres du personnel diversifié. Vous avez parlé d'une incidence sur les professionnels et comment trouver un bon équilibre pour un environnement de travail plus sécuritaire et plus équitable pour tout le monde. Merci beaucoup. Julie, je ne sais pas si vous avez des commentaires de conclusion. Je serai brève. J'aimerais remercier nos présentateurs et présentatrices et merci Katia d'avoir animé la discussion. J'aimerais remercier tout le monde de leur participation. Restez à l'affût de d'autres webinaires dans cette série. Merci et à bientôt. Bonne semaine. Merci. Bye.